La Terre est une vieille dame de 4,6 milliards d'années. Le BRGM, qui étudie, analyse et cartographie ses entrailles, son sous-sol, n'a que 50 ans d'existence. C'est en feuilletant son album Souvenirs, ses archives, que l'on prend la mesure du chemin parcouru en un demi-siècle par cet établissement public dont la double vocation est depuis toujours la recherche et l'expertise. On est à la fois sur de la recherche pointue et on doit avoir, je dirais, la reconnaissance académique que notre qualité de recherche doit nous apporter, et également être dans le concret pour être capable de répondre à des questions extrêmement opérationnelles qui nous arrivent de différents endroits dans la société. Mais pourquoi le BRGM devrait-il se pencher sur son passé puisqu'il se consacre à répondre aux préoccupations du présent et du futur ? L'avenir se construit du passé. Il ne s'agit pas de faire tourner Casac au BRGM ou de lui faire prendre un virage à 180 degrés. Il s'agit de prendre appui sur ce passé et sur des traditions de l'établissement pour construire ce futur. Alors soit, voyageons dans le temps jusqu'au règne de Louis XV. Les racines de la géologie plongent en effet jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. On peut remonter à la fin du siècle des Lumières pour s'apercevoir qu'à cette époque déjà, les pouvoirs publics commençaient déjà à réfléchir à ce qu'ils pouvaient le faire dans le domaine qui est actuellement celui du BRGM. On peut s'attacher à la date 1746, vraiment la première élaboration de la carte géologique, en tout cas présentée dans une instance publique. Mais c'est vraiment qu'en 1868 que Napoléon III prend la décision de créer le service de la carte géologique et commande aux géologues de réaliser des cartes à l'échelle du 80 millième sur l'ensemble du territoire. Il faut ensuite attendre 1941 pour voir apparaître le BRGGM, le Bureau de recherche géologique et géophysique, un précurseur du BRGM chargé de sauvegarder les données du sous-sol français. Après la guerre se créent successivement le BRPM, le BRMA ou encore le BUMIFOM. Plusieurs bureaux voués à la connaissance et à l'exploitation des ressources minérales des colonies et territoires d'outre-mer. C'est à partir de cet agrégat que le BRGM va finalement être créé en 1959 par un décret pour substituer un organisme métropolitain à tout cet ensemble d'organismes qui existaient au niveau des colonies de la France. Ainsi naquit le Bureau de recherche géologique et minière. Fort de toutes ses compétences, le BRGM s'affirme d'emblée comme un inventeur de gisements miniers à travers le monde entier. Il signe de prestigieux contrats avec des pays aussi représentatifs que l'Inde ou l'Arabie Saoudite. En métropole, l'heure est à la décentralisation. Le BRGM rassemble à Orléans-la-Source la plupart de ses moyens et dans tout le reste de la France, il implante des services géologiques régionaux. L'idée de décentraliser et d'avoir des représentations en région remonte aux origines dès sa création. Dès les années 60, des unités régionales ont été créées et répondaient aux besoins locaux des régions. Peu à peu, ces unités se sont développées et ont agrégé une activité, je dirais, de réponse à la puissance publique et également une activité commerciale. En 1968, le BRGM fête le centenaire du service de la carte géologique. Un an plus tard, il absorbe le service géologique national. Les années 70, quant à elles, marquent le début d'un âge d'or pour l'établissement. En 1973, la crise pétrolière est un véritable choc mondial. Mais paradoxalement, elle va profiter au BRGM qui va pouvoir jouer un rôle actif dans l'approvisionnement du territoire français en énergie et en matières premières minérales. Au cours de cette période, ces opérations de prospection minière vont largement se développer et au début des années 80, le BRGM pourra même être considéré comme le premier explorateur mondial. Même si le BRGM a renoncé au cours des années 90 à ses activités et investissements miniers, il demeure aujourd'hui un expert incontournable de la recherche et de l'exploration des ressources minérales sur lequel la puissance publique peut compter. Notre vie est de plus en plus consommatrice de ressources minérales. Elles sont partout autour de nous, dans les murs de nos maisons. Le sable et le gravier, c'est peut-être la plus modeste des
des ressources minérales, mais c'est aussi celle que nous utilisons le plus abondamment. Le fer, le cuivre, d'innombrables ressources minérales sont autour de nous. Alors, il y a de nombreuses idées fausses. Parmi les idées fausses, c'est « allons-nous manquer de ressources minérales à l'avenir ?» Certes non, parce qu'aujourd'hui, nous exploitons essentiellement des gisements connus, proches de la surface, affleurants, alors que l'écorce terrestre peut révéler et révèle encore d'amples ressources dans des parties plus profondes. Depuis 1998, les missions essentielles du BRGM sont le service public et la recherche scientifique. Ces travaux contribuent de plus en plus, dans ce cadre, au développement durable. D'où l'importance de la connaissance et de la cartographie géologique. Seulement, en 2003, on voit apparaître la 6e édition bis de la carte géologique qui, elle, intègre les terrains qui sont émergés du plateau continental et surtout un avènement absolument magnifique qui est l'avènement numérique. Et là, on a une carte géologique au millionième, donc géoréférencée, dont on a également les contours, ce qui veut dire que cette information peut être croisée à d'autres. C'est absolument fondamental comme saut technologique. Ces actions de cartographie géologique s'appuient maintenant sur des levées géophysiques, choses qui ont complètement évolué dans ces 50 années, où on arrive maintenant avec des vols qui disons, embarquent une série de capteurs géophysiques différents, à avoir des informations sur le proche sous-sol ou sur le sous-sol lointain qui sont d'une précision dont on n'aurait absolument pas osé rêver il y a quelques décennies. Donc ces affaires-là ont fortement modifié, révolutionné, on pourrait dire, dans certains cas de figure, la cartographie géologique. Et le BRGM, là aussi, a souvent occupé une position de pionnier dans ces projets, notamment à l'international, et depuis peu, sur le territoire national également. La carte géologique de demain, c'est probablement un modèle 3D, c'est-à-dire une vision tridimensionnelle de notre espace souterrain, depuis le sol jusqu'à une tranche utile à l'homme. Le BRGM ne s'intéresse pas seulement à ce qui se passe sous terre. Il explore également le fond des mers et des océans pour mieux le cartographier, pour mieux le caractériser. Par exemple, la construction du tunnel sous la Manche s'est appuyée elle aussi sur le savoir-faire en géologie marine du BRGM. Nous avons également travaillé beaucoup sur le tunnel de la Manche pour positionner le tunnel sous la Manche dans les bonnes couches géologiques. Donc il y a eu des missions de géophysique, des forages qui ont traversé toutes les couches. Et après nous avons fait ce que nous appelons de la géostatistique, c'est pour avoir l'épaisseur des couches, avoir le tracé. Donc c'était crucial pour le tunnel, c'était un très très gros enjeu. Dans tous les domaines, travailler au BRGM, c'est savoir manipuler et exploiter des équipements de plus en plus sophistiqués. Il existe deux grandes familles en fait, d'instruments de mesure. Tout d'abord des instruments de caractérisation, c'est-à-dire qu'on donne une caractérisation de la roche, sa composition, les différentes phases qui la composent. Et vous avez une deuxième grande famille de détermination qui est la quantification. C'est-à-dire que là, on va zoomer sur un élément minéral particulier et on va dire il y a tant de milligrammes par kilo d'or dans cette roche, etc. Donc ces deux types d'instrumentation sont aujourd'hui en train de converger. C'est-à-dire que là où il fallait deux instruments par le passé, on va arriver aujourd'hui à avoir à la fois une caractérisation et une quantification. Ce qui est une avancée technologique remarquable qui va nous permettre d'abord de donner des données de plus en plus fiables au laboratoire, mais l'idée générale est aussi d'évoluer vers la caractérisation in situ. Les instruments actuels se mettent bien sûr au service du développement durable. Donc on est aujourd'hui sur des problématiques environnementales extrêmement importantes puisqu'il s'agit de mesurer l'impact de la pollution organique des hommes dans les eaux souterraines par exemple. Et donc ça a un enjeu considérable pour les années à venir pour savoir si ces molécules vont persister, si elles vont se concentrer dans les organismes vivants ou pas.
Mieux connaître l'eau douce souterraine pour mieux la préserver en quantité et en qualité, c'est une autre mission historique du BRGM. L'eau douce, c'est un très court segment du cycle de l'eau sur la planète. Si on comptabilise les volumes d'eau douce, c'est infime par rapport au volume d'eau salée, y compris d'eau salée dans le sol. L'eau douce est une exception sur Terre. Pour prendre quelques illustrations, dans les années 70-80, il y avait un gros effort de la France en coopération avec les pays d'Afrique de l'Ouest en particulier, mais pas seulement. Et le BRGM s'est adapté avec des missions qui étaient positionnées dans de nombreux pays et des programmes qui ont fait progresser les savoirs, la connaissance, en particulier sur ces milieux souvent extrêmes. Et on a réimporté ces savoirs dans les zones tempérées, on en a beaucoup profité. Le rôle du BRGM dans l'évaluation de la ressource en eau s'inscrit dans la droite ligne de la directive cadre que doivent appliquer les 27 États membres de l'Union européenne. Pour autant, préserver l'eau n'est pas qu'une préoccupation de l'Europe. L'eau se transporte peu ou très mal. On transporte mal l'eau d'un bassin à un autre, voire d'un pays à un autre. C'est horriblement coûteux, l'emprise au sol est incompatible avec l'occupation du sol dans les pays développés, le coût comparé à la valeur marchande, la valeur matière première de l'eau est disproportionné, donc il faut apprendre à se satisfaire de l'eau qui est sur place. Et avec l'évolution démographique d'un certain nombre de pays, on imagine que c'est le problème qui va monter en puissance et par conséquent sur lequel le BRGM a certainement beaucoup de choses à faire et à dire encore maintenant et bientôt, dans le futur proche. Le Grenelle de l'environnement a conforté le BRGM dans ses missions d'expertise et d'expérimentation. Son service de l'environnement, né en 1999, est l'aboutissement de nombreuses opérations menées depuis longtemps en faveur d'une terre durable. Avant la création de ce service, le BRGM était par exemple intervenu en appui au ministère pour développer les outils dédiés à la gestion des sites et sols pollués. Cette gestion était basée plus sur l'analyse du risque que le niveau de pollution intrinsèque. Dans le domaine des déchets, le BRGM s'était également vu confier dans les années 90 des bases de données sur les décharges illégales. Dans le domaine du tri et du recyclage des déchets, le BRGM avait été très précurseur en travaillant sur le tri et le recyclage des ordures ménagères. Nous avons par exemple développé un laboratoire de biologie moléculaire, microbiologie, qui permet de mieux appréhender le rôle du vivant, le rôle des bactéries notamment, dans les mécanismes de mobilité, transformation des polluants dans l'environnement. Donc on peut exploiter des bactéries pour valoriser un minerai, mais également pour pouvoir dépolluer un sol ou par exemple pour pouvoir traiter un déchet. Les déchets, moyennant de les recycler convenablement, peuvent constituer des ressources en alternative à des ressources primaires. Donc nous avons développé un certain nombre de techniques qui permettent de trier le déchet et faire en sorte que ce déchet devienne une vraie matière première. Au cours des années 80-90, les exploitations minières françaises ferment les unes après les autres. Le BRGM se voit alors confier une nouvelle mission, l'après-mine. L'après-mine nécessite de gérer les compétences, l'histoire, l'information, les archives. Parmi nos métiers et parmi notre champ d'intervention, nous conservons l'ensemble des archives des anciennes exploitations minières. Mais aussi, nous avons besoin des compétences des hommes. C'est pourquoi nous avons intégré dans nos équipes les anciens mineurs de Charbonnage de France pour ces compétences. La sécurité est au cœur de la problématique de l'après-mine. Pour assurer cette mission de sécurité, nous surveillons, exploitons plus de 1300 ouvrages sur le territoire national. Nous surveillons les problématiques de gaz, de méthane. Nous surveillons les problématiques d'eau et particulièrement dans les zones affaissées. Nous mettons en place des stations de pompage pour éviter l'ennoyage de ces zones lors de forts orages, par exemple. Nous sommes qui sont susceptibles de bouger dans le temps, puisque la terre, les galeries, tout cela vit. Donc, toute l'expertise que nous développons pour la sécurité des biens et des personnes sur les territoires, comme la sécurité environnementale, est dédiée aussi à permettre le redéploiement de ces territoires, la revalorisation de ces territoires. Notamment, cette expertise, nous la mettons au service de l'énergie. Typiquement, par exemple, de la géothermie. Profiter des cavités du sol qui sont aujourd'hui ennoyées pour développer des projets énergétiques
autour de la géothermie. La géothermie, justement, est une source d'énergie que le BRGM a commencé très tôt à étudier et même à exploiter. L'épopée de la géothermie en France a en fait commencé avec le premier choc pétrolier, au moment où on a commencé à s'intéresser à des sources d'énergie alternatives. Et on a eu l'idée d'aller chercher cette ressource énorme dans le bassin parisien à 1000 ou 2000 mètres de profondeur. On trouve de l'eau chaude en abondance. Et là, le BRGM a été véritablement un pionnier. Il a été l'instigateur du développement de cette géothermie dans le bassin parisien, d'abord en réalisant des inventaires dans les années 70 et début des années 80, et à partir des années 80, en proposant des études de faisabilité, puis la réalisation de projets alimentant des réseaux de chaleur auxquels la géothermie fournissait l'énergie. C'est grâce au BRGM qu'on a donc eu ce déploiement à grande échelle de la géothermie dans le bassin parisien, qui aujourd'hui encore est la première source d'énergie renouvelable pour les bâtiments de la région. Alors le BRGM a été aussi de tous les projets pilotes au niveau français, voire mondial. Alors ça a été dans les DOM français en Guadeloupe, l'usine de Bouillante, où il y a un gisement particulièrement favorable, a permis de développer dès 1984 une première centrale de 4 MW. Et c'est surtout à partir du milieu des années 90 que le BRGM est rentré directement au capital de géothermie bouillante, permettant de développer une deuxième tranche de 11 MW entrée en service en 2004. D'un autre côté, en France métropolitaine, le BRGM depuis 1987, avec des partenaires européens, a développé un projet pilote de la technologie des EGS, les Enhanced Geothermal Systems, qui permettent d'aller chercher de la chaleur à très grande profondeur dans le socle granitique pour faire de la chaleur ou de l'électricité. C'est le projet de Soultz-sous-Forêt en Alsace qui, après 20 ans de recherche, est rentré en fonctionnement depuis l'année dernière. Le BRGM souhaite être l'accompagnateur avec l'ADEME de ce regain d'intérêt pour cette filière prometteuse et il est donc présent à tous les niveaux, que ce soit pour promouvoir, informer sur la géothermie, que ce soit pour animer la filière, aider les professionnels à s'organiser, à gagner en qualité, et que ce soit bien sûr pour développer des activités de recherche permettant de préparer la géothermie dans 10-20 ans. Séismes, raz-de-marée, éruptions volcaniques, glissements de terrain, retrait, gonflement de l'argile, la Terre est vivante. Et les catastrophes naturelles sont des phénomènes de plus en plus fréquents. Il s'agit de les étudier pour mieux les prévenir. C'est aussi là le rôle du BRGM. Depuis 50 ans, nos domaines d'intervention ont évolué. Nous sommes partis de l'évaluation des aléas à l'évaluation des risques. Dans les années 90, le pouvoir public, mais également le grand public, ont pris conscience de l'intérêt de la prévention. Et à partir de ce moment-là, notre politique a changé. Nous avons introduit l'aspect prévention dans nos travaux. Et la prévention est devenue l'axe majeur de nos activités. Les océans gagnent chaque année quelques centimètres sur la terre ferme. Leurs assauts répétés grignotent inexorablement le littoral. Mais le BRGM est en alerte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a 25% du littoral qui est en érosion. Il y a de plus en plus de gens qui sont installés, de plus en plus d'infrastructures, d'activités. Donc c'est un problème crucial. Il faut vraiment connaître de façon très précise cette érosion, donc par des études un peu historiques, comprendre ce qui s'est passé, pour après faire des scénarios d'évolution. Actuellement, les grands problèmes qui se posent, c'est est-ce qu'on maintient le trait de côte, c'est-à-dire coûte que coûte, là où il y a des enjeux qui sont forts et qu'on ne peut pas déplacer, ou est-ce qu'on recule? Alors c'est reculer des routes, reculer des habitations, et c'est des enjeux très forts qui demandent beaucoup de négociations et être très fort sur les connaissances. Parce que si on a des connaissances précises, là on peut faire du bon travail. Prévoir, prévenir, anticiper. Ces trois mots-clés sont au cœur des métiers du BRGM. On nous pose des fois des questions parfaitement bien cernées, mais il faut parfois aussi que l'on anticipe justement sur les besoins et que l'on démarre des programmes de recherche qui nous permettront d'être capables de répondre le jour où les questions prendront une actualité brûlante. Parmi ces questions brûlantes que le BRGM a su anticiper, figure celle du devenir de tout ce CO2 issu de l'industrie.
En 1993, quand nous avons démarré les recherches, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'interrogations. Pourquoi on voulait conduire des recherches sur ce thème? Est-ce qu'il y a vraiment un réchauffement climatique? Est-ce que ça a un sens, les recherches que vous menez? Mais à l'époque, il y avait déjà suffisamment d'interrogations sur le fait que l'homme était sans doute en train de modifier le climat. Alors concrètement, que peut faire désormais le BRGM pour aider à la capture et au stockage géologique du CO2? Le BRGM, par sa connaissance de la géologie, a un rôle clé à jouer pour déjà identifier les formations géologiques propices au stockage, pour estimer les capacités de stockage de chaque site, pour prédire, grâce à des modélisations, le devenir du CO2 dans ce sous-sol et pour aussi mettre en place des moyens de surveillance. En toute logique, le BRGM a été l'un des acteurs essentiels de la création du réseau européen CO2 Géonet. Le réseau d'excellence européen CO2 Géonet représente l'entité scientifique européenne de référence sur le stockage de CO2 qui regroupe actuellement 13 instituts de recherche sur 7 pays et qui a vraiment la vocation d'être la référence scientifique sur les questions de stockage de CO2 en appui aux pouvoirs publics, aux industriels, aux organismes de réglementation. La masse considérable des informations collectées, traitées et diffusées par le BRGM était initialement destinée à la communauté scientifique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Progressivement, l'information a nécessité d'être partagée par une plus grande communauté et à partir de ce moment-là, on a constitué non pas de l'information à l'échelle d'un individu, mais une connaissance partagée. Cette connaissance, on a commencé à mieux la partager en utilisant des nouvelles technologies. Déjà, on a commencé à produire la cartographie sous une forme numérique. On n'avait plus uniquement de la carte papier, mais on utilisait des ordinateurs pour produire ces cartes. Et progressivement, nous avons ensuite commencé à diffuser cette information aux destinations d'un public de plus en plus large, et non plus uniquement quelque chose qui s'échangeait entre scientifiques, mais qui permettait à d'autres acteurs extérieurs à la sphère des géologues et des géoscientifiques, jusqu'aux citoyens aujourd'hui, de connaître, d'appréhender et de comprendre cette information. Toutes les informations stockées et mises à la disposition de tous par le BRGM sur ses sites internet et bases de données obéissent aux règles de l'interopérabilité. Les problématiques auxquelles les citoyens ou la société est confrontée au jour d'aujourd'hui, eh bien, ce sont des problématiques qui nécessitent de croiser de plus en plus d'informations. Et il est nécessaire, pour croiser cette information, qu'on échange cette information. Et pour mieux échanger, il faut se comprendre. Et donc, INSPIRE est une directive européenne qui fixe un certain nombre de règles pour échanger l'information entre différents acteurs de domaines thématiques différents, dont bien sûr le domaine des géosciences. Mais face à toutes ces évolutions, à toutes ces adaptations scientifiques et technologiques, que reste-t-il du métier de géologue et comment va-t-il évoluer? La seule différence que je peux peut-être souligner, c'est que moi, dans les années 60, j'ai eu la chance de débarquer dans un terrain qui était pratiquement inconnu. Quand je cassais un caillou, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Donc c'était l'aventure avec un grand A, l'aventure de la découverte. Et si on y ajoute l'aventure du dépaysement et l'aventure humaine, on considère que le métier de géologue de terrain, c'est l'un des plus beaux métiers du monde, si je peux dire. Il y a énormément de thèmes développés au BRGM. Donc on n'est pas cantonné à un seul thème. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire, bon, ben, dans 10 ans, si j'ai plus envie de faire ça, je pourrais faire autre chose. Ça, c'est important d'avoir un travail qui nous plaît et aussi un cadre de vie qui nous intéresse, quoi, qui nous permet de nous épanouir. Voilà. Au terme de 50 ans d'histoire, quelles peuvent être les perspectives des géologues du BRGM? Il faut que les géologues, il faut que le BRGM, avec d'autres, avec les autres services géologiques européens du reste du monde, soit capable de dire à la société, voilà, dans ce domaine, on dispose de tant de ressources en stock dans la planète, on en a pour tant d'années avec les technologies actuelles, on doit faire telle recherche pour trouver telle ou telle chose. Voilà, cette vision globale, c'est absolument nécessaire.
un peu l'équivalent du GIEC. Vous savez que le GIEC traite effectivement de l'atmosphère. Eh bien, de la même façon, on aurait besoin d'un GIER, un groupement international pour l'étude des ressources, qui effectivement permettent en permanence de donner aux politiques publiques, de donner aux citoyens une information fiable sur l'état des ressources et la possibilité de les utiliser dans le futur. Le BRGM est donc le service géologique national de la France, mais nous travaillons aussi bien sûr à la construction européenne. Les politiques y travaillent, les citoyens y travaillent. Nous y travaillons aussi, nous, au niveau des services géologiques, avec l'idée de structurer effectivement un service géologique européen. Et bien entendu, dans ce service géologique européen, le BRGM entend y prendre toute sa place. Donc nous sommes fondateurs d'une association qui s'appelle EuroGeoSurvey, qui d'ores et déjà réunit ces services géologiques européens. Et nous préparons actuellement très activement le futur sur toutes ces grandes questions dont on vient de parler. Le BRGM a une vocation et une réputation d'expert mondial. Il lui appartiendra, demain encore, de mettre ses compétences au service de tous, en particulier d'accompagner les pays en voie de développement qui disposent d'importantes ressources minérales. L'ambition actuelle du BRGM, c'est de conforter sa place de leader des services géologiques européens pour apporter son soutien institutionnel, notamment aux États africains, pour une meilleure gouvernance de leurs ressources minérales, notamment face aux concentrations des entreprises minières internationales et du fort besoin qu'ont les États à maîtriser leurs ressources et à bien comprendre et à valoriser les différents éléments qui les composent. C'est d'ailleurs un des objectifs que nous comptons assigner à notre école, c'est de contribuer à former justement des responsables des pays du Sud pour avoir des gens capables de négocier sur des bases solides avec les entreprises exploitantes des ressources pour que le développement effectivement de ces ressources soit bénéficiaire pour les entreprises mais soit aussi bénéficiaire pour les pays concernés. C'est un élément essentiel du développement futur. Pour relever les défis de l'avenir, le BRGM devra aussi continuer à cultiver les valeurs et les qualités qui ont fait sa force et sa notoriété. Je crois que la première valeur du BRGM, c'est la qualité de ce qu'il fait, le sérieux des réponses qu'il apporte, la qualité scientifique qui nous permet d'avoir aussi une reconnaissance dans la communauté scientifique sur ce que nous faisons. La deuxième qualité, c'est probablement la déontologie, c'est-à-dire le fait d'organiser notre travail sans risquer, je dirais, d'être pris à contre-pied par des incompatibilités entre ce que nous faisons à droite et ce que nous faisons à gauche, et donc de faire en sorte que les personnes se voient assigner des tâches bien précises qui ne les mettent pas en porte-à-faux. Et puis la troisième qualité, je dirais, c'est le travail en commun, c'est la transversalité entre les équipes et la capacité que nous avons à mobiliser des compétences à différents endroits de la maison au service justement de notre qualité. Alors cap sur ces 50 prochaines années et sur ces géosciences au service d'une terre durable dont le BRGM devra rester un expert de référence. Tous nos documents portent la devise Géosciences pour une terre durable, donc nous y sommes déjà en réalité. Je crois que nos métiers portent naturellement la thématique. Lorsque nous faisons de la géologie sur le trait de côte, lorsque nous travaillons sur l'érosion maritime et sur ses conséquences, en réalité nous travaillons d'une certaine manière pour la projection dans l'avenir de ce que sera le littoral en termes de développement durable. Parce que bien entendu nous avons des compétences purement techniques sur l'évolution des matériaux, l'érosion, son intensité, etc. Mais enfin, nous ne sommes pas non plus passifs. Nous pouvons faire des préconisations, ce que nous faisons déjà, sur la manière d'éviter ça, justement. Et là, on est acteur du développement durable. Prenez par exemple l'exemple du lithium, qui a fait beaucoup parler de lui ces temps-ci. On est typiquement en présence d'une ressource minérale qui sert le développement durable, puisque c'est avec cette ressource que l'on va développer des batteries d'automobiles propres. Nous allons vers une société moins carbonée, nous allons vers une société orienté vers les thèmes du développement durable, du moins en Occident. BRGM ira vers cela comme les autres acteurs, me semble-t-il. 1, 2, 3, 4, oh, 1, 2, 3, 4. 1 plus 1 is 2, 13 is 4. 6